Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer est un sujet d'une grande importance qui a été même très longtemps, qui le reste d'un certain point de vue, le sujet fétiche des relations internationales. Il s'agit de l'analyse de la puissance. En fait, il y aurait beaucoup à dire en introduction sur cette notion de puissance. Cette notion qui a été érigée en concept central dans l'analyse classique des relations internationales, intimement lié au sujet que nous avons abordé la dernière fois, à savoir les États, et qui servait en quelque sorte à évaluer le poids d'un État dans le système international. Ça paraît simple comme ça. En réalité, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de sens possibles à cette fameuse idée de puissance. Il y a d'abord les ressources dont dispose un État. Un État plus ou moins doté sera réputé plus ou moins puissant. Mais cette notion de ressources est un peu suspecte. D'abord, de quelles ressources s'agit-il ? On en reparlera dans un instant. Comment les utilise-t-on ? Et derrière la question « comment les utilise-t-on » se profile un autre sens possible de la notion de puissance, qui est cette fois-ci l'idée de capacité. Autrement dit, on ne tiendrait pas compte des ressources des États, mais on se poserait la question de savoir de quoi ils sont capables. Et très souvent, à propos de la puissance, on parle de la force, et de manière imagée, de la force de frappe des États. Sont-ils capables de se faire entendre ? Vous sentez que la question n'est pas la même que sont-ils dotés de ressources ? Et puis on peut continuer et trouver une troisième idée. Il ne suffit pas d'avoir des ressources, il ne suffit pas d'avoir une capacité potentielle, encore faut-il avoir une volonté de puissance pour être puissant. Celui des États fort bien dotés et potentiellement capable de se faire entendre peut ne pas souhaiter, du moins au travers de ses gouvernants, se faire entendre, ni agir sur le système international. D'autres tout petits, telle la grenouille de la fable, tel le Qatar du Golfe Persique, peuvent avoir la volonté d'exercer une puissance alors que leurs ressources sont finalement beaucoup trop limitées pour cela. Puis vous avez encore une quatrième idée, qui est une idée ordinale, c'est-à-dire une sorte de classement. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, podium de la puissance. Cette course à l'échalote de la puissance, dont on dit qu'elle est inatteignable pour la médaille d'or réservée aux États-Unis, mais que peut-être un jour, les États-Unis seraient rattrapés par une autre puissance. Et combien de journaux télévisés se délèguent de vous présenter des palmarès ? Mais est-il possible de faire un palmarès de la puissance ? C'est ce que nous verrons tout au long de ce cours. Donc vous voyez déjà comment mon introduction introduit la confusion, ce qui en principe n'est pas bon dans une introduction, mais pour vous montrer que ce concept de puissance est suspect. Et on n'en a pas fini de râler après ce concept et de lui trouver des limites. Alors essayons de le définir. Essayons de le définir pour quand même partir de quelque chose de construit. Et je ne vous le cite pas souvent celui-là, mais aujourd'hui il s'impose, M. Max Weber, le grand rival d'Émile Durkheim, qui a ma petite préférence, puisque vous aimez que j'explicite mes goûts, eh bien, Max Weber définit Macht, c'est-à-dire puissance,
à partir de cette définition hautement littéraire que nous allons lire ensemble et vous la prendre en note, toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre la résistance de l'autre, peu importe sur quoi repose cette chance. Ah, le jour où Chateaubriand donnera une définition, ce sera probablement plus littéraire, mais celle-ci est quand même très intéressante. Elle est très intéressante parce que vous voyez qu'au centre du concept de puissance ainsi défini, et célèbrement défini, cette définition est retenue par à peu près tous les auteurs aujourd'hui en sociologie ou en sciences politiques, à travers cette définition, on comprend que ce qui distingue la puissance du pouvoir et a fortiori de l'autorité, c'est le principe selon lequel tous les moyens sont bons. Ce qui caractérise une puissance, il nous le dit, peu importe sur quoi repose cette chance de faire triompher sa volonté. La puissance, c'est faire triompher sa volonté, quel qu'en soit le moyen. Un coup de poing, une bombe atomique, une phrase bien sentie, un piège bien dressé. Nous savons que la puissance, par définition, n'a pas de limite juridique ni même éthique. C'est-à-dire l'éthique n'a pas à se mêler de puissance. Elle peut critiquer la puissance, l'éthique, mais il n'y a pas un contenu éthique de la puissance. Autrement dit, nous voyons grâce à cette définition que derrière cette idée de puissance figure, et on y reviendra longuement dans le cours, l'idée de triomphe. La puissance, c'est finalement l'art de triompher, quels qu'en soient les moyens, et que cet art de triompher peut prendre plusieurs incarnations. Et en relations internationales, on a l'habitude de désigner trois grandes incarnations qui intéressent, vous le devinez pourquoi, les internationalistes, à savoir une capacité d'agir, je suis puissant, donc je vais agir en Syrie, une capacité d'empêcher, je suis puissant, donc je vais l'empêcher d'agir en Syrie, ou enfin une capacité de peser, ce qui est plus sournois d'un certain point de vue, c'est-à-dire je suis puissant, donc je vais transformer la situation sans nécessairement me montrer. Voilà trois grandes façons de situer la puissance, l'action, le blocage de l'action de l'autre ou la capacité de peser sur une situation. Ce concept, il faudrait s'incliner devant lui parce qu'il est maintenant d'un âge vénérable. Max Weber l'a forgé à la fin du XIXe siècle. Je ne connais pas d'auteur qui le remette sérieusement en cause. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la marque des pères fondateurs en sciences sociales, que cette définition qui demeure. Elle demeure, mais comme je vous l'avais déjà laissé entrevoir, elle est grevée par toute une série d'incertitudes. Pourquoi incertitudes ? D'abord, si vous avez remarqué la définition de Max Weber, entonnée par la plupart des internationalistes, elle a quelque chose d'intimement métaphorique. C'est-à-dire que l'on a l'impression de voir un être humain, un être de chair et d'os, en action. Je vous rappelle la définition, toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté. Mais qui a une volonté à part l'individu ? Et vous voyez déjà le contenu métaphorique glissant qui amène à penser qu'un État, s'il est décrété puissant, est réputé avoir une volonté. Peut-on dire d'un État qu'il a une volonté ? Je vous avais déjà alerté sur ce point. Ne dites jamais, en tous les cas devant moi, l'État français veut que, l'État français pense que, l'État il pense rien, il veut rien. Ce sont des individus. Le grand problème en sciences sociales, c'est de faire passer cette notion éminemment physique et individualiste au niveau d'êtres collectifs, et les êtres collectifs n'existent que métaphoriquement. Vous n'avez jamais rencontré l'État sur le boulevard Saint-Germain.
même si certains s'en prétendent ou s'en prétendaient l'incarnation. Celle-ci n'est qu'une tromperie, bien entendu. Donc c'est déjà un gros problème. Peut-on parler de volonté? Peut-on parler de choix? Peut-on parler de stratégie? Toute référence obligatoire dans la notion de puissance, mais qui s'applique a priori difficilement à un être collectif. Deuxième difficulté, c'est que, nous le verrons, la puissance est fonction de la situation. Selon les situations, selon l'évolution des techniques, selon l'évolution des rapports internationaux, la puissance n'est pas de même nature. Être puissant face à l'Union soviétique, ce n'est pas nécessairement être puissant face aux talibans ou face à Al-Qaïda. Et c'est bien là l'un des problèmes majeurs auxquels se trouvent confrontés aujourd'hui les dirigeants, les gouvernants américains. Vous comprenez intuitivement que l'usage de certains instruments de puissance à l'encontre d'États eux-mêmes dotés, tels que l'était l'Union soviétique, ne peut pas fonctionner dans d'autres situations lorsque l'adversaire ou le partenaire n'est pas de même nature. Cette évolution, ce changement constant, non seulement dans les attributs, ce ne serait pas grave, mais dans la nature même de la puissance, va nous poser problème. Troisièmement, ressources et capacités. On peut avoir d'excellentes ressources sans être capable, soit parce qu'on est maladroit, soit parce qu'on est mauvais stratège, soit tout simplement parce que les ressources ne sont pas adaptées aux fins que vous poursuivez. Et cette espèce de rivalité constante entre capacité et ressources brouille les pistes. Le fort que l'on croyait fort se révèle en réalité faible lorsqu'il a en face de lui non pas un fort mais un faible. Et donc, il va falloir mettre de l'ordre dans ce brouillage. Il va falloir mettre de l'ordre dans ce brouillage, d'autant que, comme toujours, lorsqu'on est dans des situations d'incertitude, il faut tenir compte de la perception de la puissance. Comment la puissance est-elle représentée, conçue dans le jeu international? Donc, vous voyez qu'il faut toujours faire attention, considérer que la puissance est un peu fonction de la réputation de la puissance. Et après tout, je ne suis puissant que si vous me voyez puissant. Si vous me percevez comme non puissant, pour ne pas dire impuissant, je n'aurai aucun moyen de me faire respecter. Donc vous comprenez là une autre dimension du problème, la puissance n'a de réalité qu'en transitant par le regard qu'on porte sur elle. Si elle n'est pas crédible, elle n'existe plus.